C'est dans une semaine qu'on va connaître la formation d'Équipe Canada pour la fameuse confrontation très attendue des 4 nations. Et le RDS.ca a prédit sa formation par l'entremise de notre collègue Maxime Desroches que l'on accueille pour une toute première fois au 5 à 7. Salut Max, bienvenue. Max. Salut les gars, merci de l'invitation. Écoute, la grande question d'abord, c'est celle concernant les gardiens de but. Est-ce que tu penses, en fait, qui crois-tu sera devant le filet du Canada? Et est-ce que Samuel Montembeault fait partie de ton équation, lui? Eh bien, n'en déplaise aux partisans des Canadiens, moi, je vois Montembeault comme un des derniers exclus à cette position-là, qui, on va le dire, c'est pas l'idéal pour le Canada. C'est vraiment une position qui a mené à plusieurs casse-têtes, c'est sûr, chez les dirigeants. L'époque où il y avait 3 des 5 meilleurs gardiens au monde qui étaient canadiens, elle est bien loin, là, l'époque des Brodeurs, Price, Luongo, etc. Donc, moi, je m'en remets un peu à ce que Pierre Lebrun a eu comme information qui nous a communiqué mardi, comme quoi Jordan Binnington des Blues et Aiden Hill des Golden Knights sont deux noms qui ont été encerclés par les grands dirigeants d'Équipe Canada. Donc là, reste à trouver le 3e gardien qui, théoriquement, pourrait ne pas jouer beaucoup. Moi, je vois Logan Thompson des Capitals de Washington parce que c'est un gardien, si on regarde ceux qui ont un rendement qui se démarque, disons, dans la LNH cette année, c'est vraiment un gars avec ses 9 victoires en 11 départs, une seule défaite en prolongation. C'est un gars qui inspire confiance en ce moment. Puis si on regarde, peut-être si on compare avec Samuel Montembeault, peut-être un petit peu plus constant d'un départ à l'autre. Montembeault, c'est sûr qu'on peut regarder ses contributions pour Équipe Canada. Il a aidé à la récolte de l'or avec le Canada aux mondiaux au printemps dernier. Mais en termes de performance d'un soir à l'autre, c'est un petit peu plus compliqué. Il y a des soirs où rien ne passe. D'autres fois qu'on dirait que la confiance est peut-être un petit peu fragile dans son cas. Est-ce que la faiblesse des gardiens de but a influencé ton choix au niveau des défenseurs? C'est-à-dire choisir des défenseurs plus défensifs pour compenser, justement? Bien, je pense que ça prend un équilibre. Et puis, les décideurs d'Équipe Canada savent ça. Ils savent qu'ils n'ont pas la prétention qu'ils vont gagner des matchs 2-1 avec un tournoi aussi relevé, avec des talents offensifs comme ça. Donc, tu ne peux pas te tourner seulement vers des défenseurs à caractère défensif, mais ça va en prendre. Déjà, le fait d'avoir Cale Makar qui peut jouer facilement 25 minutes, là, on s'entend que presque à l'unanimité, c'est le défenseur le plus spectaculaire au monde en ce moment. Ça aide, mais ça prend quand même des valeurs défensives fiables, comme je pense que Devon Taves, qui est son partenaire avec l'Avalanche, peut très bien aider à ce niveau-là. Alex Pietrangelo, c'est la même chose. C'est des gars qui peuvent jouer de bonnes minutes en infériorité numérique à force égale. Mais pour moi, le sujet à débat principal dans cette équipe-là, c'est est-ce que Evan Bouchard est un luxe pour l'équipe? Sachant, comme on vient de dire, que Makar évolue presque comme un 4e attaquant. Et selon toi? Selon moi, la façon que les matchs vont se gagner à ce tournoi-là, c'est pas bête de quand même miser sur Evan Bouchard. C'est un gars avec un tir foudroyant. C'est sûr qu'il y a des carences défensives, puis on va essayer de les camoufler en lui donnant pas les minutes contre les meilleurs éléments adverses. Mais je pense que le niveau de talent, la complicité qu'il a avec Connor McDavid, sa façon de jouer avec certains des talents les plus rares dans la LNH, ça vaut son pesant d'or. Il s'agit seulement de bien le déployer pour Équipe Canada. En attaque maintenant, quel est ton raisonnement? Est-ce que tu y vas le tout pour le tout avec les meilleurs attaquants ou si tu veux insérer quand même dans ta formation des gars capables d'être responsables défensivement? Bien, pour les attaquants, on y va un petit peu avec les indices qui nous sont donnés. Hein? Doug Armstrong, qui gère tout ce groupe de leadership-là du Canada, a dit j'ai assez d'expérience pour ne pas vouloir insérer une pièce de forme rectangulaire dans une forme circulaire. Ça nous en dit un peu sur ce qu'il veut pour ces 2 derniers trios. Il veut des joueurs qui sont robustes, qui sont capables de tirer leur épingle du jeu en situation d'infériorité numérique. Je pense que Sam Bennett des Panthers et Brandon Hagel du Lightning, que John Cooper affectionne beaucoup d'ailleurs, ça serait son coach à ce tournoi-là. Ce sont des valeurs sûres pour jouer des 10 à 12 minutes par match sans trop se perdre dans le fait que leur dimension offensive est moins peut-être sollicitée. Et c'est là où, pour moi, des gars comme Matthew Barzal, Alexis Lafrenière, ce sont des gars qui sont exclus de cette formation. Évidemment, ils ont un talent fou, mais est-ce qu'ils peuvent vraiment tirer le meilleur de leur potentiel dans ce contexte-là? J'en suis pas certain. Sidney Crosby est plus jeune, évidemment. Comment vois-tu son utilisation? Bien, dans le cas de Crosby, tous les 37 ans ne sont pas faits identiques. Sidney est encore un grand joueur, se tient en forme physique remarquable. Les leaders de cette équipe-là, Nathan McKinnon et Connor McDavid, lui vouent un respect fou. Ce sont des amis proches de Sidney. Donc, sachant que c'est une probablement leur seule chance de jouer ensemble dans des compétitions internationales, c'est à se demander est-ce que Crosby va être apte à jouer à l'aile? Est-ce qu'il va accepter, après discussion avec le coaching staff, de jouer à l'aile pour avoir du temps de jeu avec l'un de ces 2 gars-là, que ce soit McDavid ou McKinnon?
Dévoilement, donc, c'est le 4 décembre, la semaine prochaine, le dévoilement des équipes qui vont participer à ce tournoi. Et on peut lire tes prédictions, ton texte, sur le rds.ca.